First PM, ce n'est pas un métier comme les autres dans le monde du produit. Souvent seul à porter la culture produit dans une entreprise, on se retrouve généralement product designer, product ops, product marketer, customer success manager ou encore data analyst, en contact direct avec le CEO bien entendu. Le tout en étant balancé entre les sujets stratégiques et la to-do list opérationnelle qui s'allonge. Que dirais-tu, justement, de ne plus être seul? Je suis Marc Vidal, expert produit et solopreneur, et je vais maintenant t'accompagner. Grâce au podcast First PM Stories, tu pourras trouver plein de process actionnables de la part de nos pairs qui feront ta communauté. Allez, installe-toi bien, ça démarre tout de suite. Ce podcast vous est proposé avec le soutien de Harvester. Harvester, qu'est-ce que c'est? C'est la solution SaaS pensée par et pour les product managers pour vous aider à centraliser les feedbacks, prioriser les bonnes fonctionnalités et construire une roadmap alignée avec les enjeux business. De plus, grâce à leur copilote IA, Harvester analyse automatiquement les retours clients issus de vos outils du quotidien, tickets support, appels, Slack, CRM par exemple, et elle les classe selon votre propre taxonomie et détecte les tendances et vous aide à prendre les bonnes décisions produits. Aujourd'hui, on va parler du sujet racine qui m'a amené à créer ce podcast. Sans vouloir les opposer du tout au tout, le métier de First PM et le métier de PM sont deux métiers, à mon sens, assez différents. J'ai pu avoir cette discussion avec énormément de personnes, que ce soit pour les épisodes ou même en off. Chacun arrive à sa propre définition et distinction. Et au vu de ces discussions, je trouvais ça plutôt intéressant de pouvoir faire un épisode là-dessus avec mon invité du jour, Hélène. Salut Hélène, comment vas-tu? Je vais te laisser déjà te présenter. Salut Marc, merci d'abord de me recevoir. Je m'appelle Hélène Glou, j'ai un petit peu plus que 35 ans et ça fait à peu près 13 ans que je travaille dans la tech, dans des contextes assez variés. Je pense qu'on va y revenir. Et aujourd'hui, j'ai deux casquettes principales. Je suis la cofondatrice d'un startup studio à impact, euh, avec la casquette du coup de CPO, et je suis aussi la déléguée générale d'un fonds de dotation sur le produit restaurant. C'est bien, c'est bien. Des bons sujets, j'aime beaucoup les sujets que tu traites parce que franchement, le côté produit responsable, je dérive déjà complètement. Et il y a plein de sujets IA, Gen AI dans tous les sens en ce moment. Et tu vois, ton petit sujet sur le côté responsable, je le trouve tellement important parce que c'est tellement décorrélé tout ça, alors qu'en fait, c'est super important. On en a déjà un peu parlé tous les deux. Donc non, non, trop, trop bien. Merci d'être avec nous, déjà. J'ai pensé à toi pour ce sujet-là parce que tu as quand même un sacré background sur des métiers soit de PM, soit de First PM. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu justement de tout ce que tu as pu faire toi avant? Ouais, bah, j'ai fait pas mal de choses différentes effectivement. J'ai commencé à faire du produit, bon, comme toi à l'époque on n'appelait pas ça du produit. Le mot avait pas encore traversé l'Atlantique. J'ai commencé en agence, dans une toute petite agence de dev à Nantes. Et bon, à l'époque j'avais une casquette de chef de projet, le bon vieux chef de projet. Mais par la force des choses, quand je prends un peu de recul dessus, j'avais vraiment un rôle de first PM pour mes clients. J'accompagnais essentiellement des entrepreneurs, un peu d'intrapreneurs, mais vraiment des gens qui avaient une idée et absolument aucune aucune compétence technique ou produit pour le mettre en œuvre. Donc j'avais vraiment ce rôle-là auprès d'eux. J'ai fait ça pendant 5 ans et demi. Et ensuite, je suis passée de l'autre côté de la barrière. J'ai été first PM dans 2 startups. Une startup plutôt B2B2C, qui était une marketplace de travaux entre du coup particuliers et artisans. Et ensuite une startup B2B qui était basée à Paris, qui s'appelait à l'époque Startup Flow, où là je traitais plutôt avec des clients CAC 40. Deux expériences complètement différentes. Et après ça, j'ai pris une casquette de PM dans une équipe qui était déjà structurée, chez Brigade, où je suis restée 4 ans et demi, où j'ai eu pas mal de rôles différents. Je suis passée senior PM, lead PM, groupe PM, puis principal PM. Donc j'ai un peu fait tous les échelons possibles, euh, en évitant celui de head of product que je voulais pas. Euh, et j'ai terminé avant de fonder du coup Impact Funders. Pendant 1 an et demi, j'ai été freelance, essentiellement sur des missions de first PM. Ouais, c'est ce que on avait échangé nous beaucoup sur ce sujet-là, justement un peu les offres qu'on pouvait avoir et tout. Le parcours super intéressant, ce qui, comment dire, ton parcours
légitime complètement le fait que je te sollicite toi là-dessus. Beaucoup d'expérience sur du First PM et dans des contextes très différents. Ça, je trouve ça super intéressant parce que, au plus je creuse le sujet, au plus je m'aperçois qu'en fait, c'est tellement dépendant du contexte. Le early stage, la PME, la scale-up ou le grand groupe qui essaye de faire des produits un peu à part et Mmh. compagnie. Donc, ce sujet First PM, il est très, très différent suivant les contextes et toi, donc tu l'as vécu dans différents contextes et tu as eu aussi une belle expérience dans une boîte qui a levé des fonds avec une orga qui était déjà bien présente. Tu as pu, constater beaucoup de différences là-dessus. Donc on va rentrer un peu dans le vif du sujet maintenant. J'aimerais que tu me partages toi un peu, les différences que tu as identifiées. Alors, on en a parlé avant l'épisode bien entendu. Moi je vais te lancer d'abord sur une première différence, que je t'avais présentée d'une certaine manière et que tu as tendance un peu à nuancer, toi. Mais c'est des mots que moi j'ai beaucoup retrouvés, dans les définitions de First PM que des invités ont pu avoir. C'est le côté, en fait quand tu es First PM, tu vraiment, tu navigues dans un véritable chaos par rapport à un métier de PM où tu vas arriver dans une orga stricte. Ça, c'est la première différence notable que moi, j'ai pu rencontrer et qu'on a pu me remonter. Toi, déjà, tu nuançais déjà un peu les choses là-dessus. Ouais, je nuance un petit peu parce que alors parler de chaos, c'est peut-être un peu extrême quand même, même si effectivement c'est, quand tu es first PM, tu as tendance à être dans l'œil du cyclone. Donc effectivement, tout bouge très, très vite c'est pas extrêmement organisé, mais en même temps, même dans une orga qui est plus structurée, le chaos, on le connaît aussi au quotidien, hein. Enfin, un PM qui n'a jamais de chaos autour de lui, je sais pas si ça existe, Ou concrètement. c'est qu'ils ferment les yeux. Ouais, voilà, C'est 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 le c'est qu'ils déni. voient pas ouais, le déni ou ultra optimiste. Mais non, en fait, ça va, tu sais Tout le roule, mème où il y a les flammes derrière, c'est: «Ouais, tout va bien». tout roule. Non, mais par contre, effectivement, là où il y a des différences, enfin la principale différence, je dirais, c'est que quand tu arrives en tant que first PM, tu pars vraiment d'une feuille blanche. Il y a rien qui existe, la démarche produit, s'il y en a une, c'est celle que le CEO a bien voulu commencer à mettre en place, mais concrètement, tu as tout à faire. Ce qui est, je trouve, vraiment une chance parce que ça veut dire que tu peux choisir la méthode, qui est adaptée au contexte actuel de la boîte et cetera. Mais ça demande aussi quand même d'avoir beaucoup, beaucoup d'expérience, pour être capable de se dire: «OK, c'est la bonne manière de faire, c'est la bonne manière de construire un début de roadmap, c'est les bons process à mettre en place et cetera». Donc c'est la principale différence, je la vois là-dessus, sur le côté, feuille blanche, avec absolument tout à construire. Ouais, alors que quand toi, par contre, tu es arrivé chez Brigade, là-dessus, il y avait des process qui étaient bien clairs, bien carrés, pas Il y avait des forcément. process, il y avait des process. Non, quand je suis arrivée chez Brigade, il y avait déjà 2 PM en place, qui étaient des PM plutôt juniors. Donc il y avait déjà des choses, existantes, il y avait une roadmap, heu, qui valait ce qu'elle valait, mais il y avait une roadmap, des process pour remonter, bugs, il y avait plein de petites choses déjà existantes. Donc ce qui est hyper pratique quand tu débarques dans une équipe, structurée, c'est qu'en fait, tu as pas besoin de te poser la question de comment tu vas faire ton boulot. Tu adaptes ta manière à toi de faire au contexte de la boîte et tu déroules. Ça veut pas dire que c'est, 100 facile, mais c'est quand même un poil plus simple, d'arriver dans ce genre d'orga. Ouais, non, mais je comprends. Là, si on en revient sur le côté, comment dire? Aucune orga quand tu arrives, sur un poste de first PM, il y a un truc qui est vachement intéressant que moi j'ai rencontré ces derniers temps. J'ai je donne des cours un peu à droite, à gauche, dans Mmh mh. différents organismes de formation. On me pose souvent la question, «Qu'est-ce que tu en penses si justement, moi je rejoins une boîte comme ça, plutôt les petites boîtes, stage, où je serai la seule personne produit, je sors de la formation, donc c'est des reconversions. Tu penses quoi?» C'est très particulier à chaque fois de répondre parce que je leur dis: «L'opportunité, elle est belle en fait là-dedans», parce que comme tu dis, tu as tout à construire et tout, tu apprends beaucoup, mais tu l'as très bien souligné toi-même, pour toi, avoir une certaine expérience, un certain bagage, c'est des conditions de réussite quelque part. Je dis pas qu'en fait quand on est sans expérience, on peut pas y arriver, parce que je pense qu'en fait, quelque part c'est pas comment dire? C'est faisable, mais il faut vraiment comprendre que, heu, tu personne vraiment au-dessus de toi qui va te dire le chemin.
Les décisions, c'est les tiennes. Tu les choisis en ton âme et conscience. C'est à toi d'évaluer les risques et les responsabilités, c'est toi qui les portes. Et à un moment, tu peux pas te retrouver à se dire: «Je vais aller voir quelqu'un qui va me dire: "Tu en penses quoi de ça et tout?"» Tu peux échanger là-dessus, mais c'est pas forcément des personnes qui sont vraiment légitimes et qui ont la connaissance, qui vont pouvoir être de bons conseils. Donc ça, c'est quand même très particulier. Ouais, je suis d'accord avec toi là-dessus, sur le enfin, quand tu démarres une carrière dans le produit, tu as quand même beaucoup besoin d'être accompagné dans le sens où il y a plein de méthodes qui existent, il y a plein de manières de faire et c'est un métier qui est très, heu, qui est quand même très adaptatif, selon, le métier de la boîte, selon, son organisation, son mode de fonctionnement et cetera. Donc débarquer quand tu as qu'une formation, théorique, et même si tu fais plein d'exercices d'études de cas et cetera, ça peut être hyper compliqué et il y a un autre point sur lequel je trouve que c'est compliqué, c'est que quand tu es first PM, tu es le sparring partner du CEO sur le produit. Tu es là pour vraiment le challenger, faire avancer les choses et ça peut être très compliqué si tu as aucune expérience passée. Alors je parle encore plus quand tu n'as pas d'autres expériences professionnelles avant ou très peu, Ouais, clairement, clairement, parce que là, d'être sur légitime, sur des reconversions, c'est quand même des gens qui peuvent avoir, je sais pas moi, 10 ans de ça change un commerce peu ou la donne, ouais. ouais, clairement. Ça change un peu la donne, mais réussir à défendre et tenir tes positions produits face à un CEO, quand t'as pas d'expérience dans le produit, costaud. Déjà quand t'en as, ça peut être compliqué. C'est pas la relation la plus simple du monde. Je pense que tu me contrediras pas. Si en plus t'as pas d'expérience, enfin c'est hyper compliqué, quoi. Ouais, non, Et mais je pense que clairement. c'est un coup à se dégoûter du métier. Oh ouais, beh, j'ai échangé avec pas mal de first PM qui sont revenus sur des postes, de product management, on va dire. C'est pas forcément le terme classique que je voulais dire, mais poste de PM avec une orga plus structurée parce que, essoufflé, justement des alignements et au bout d'un moment, bah, perte de confiance, quoi. Donc non, mais je te rejoins complètement là-dessus. Mais pour en revenir à ce côté chaos un peu qu'on peut avoir, c'est sûr que on a tout à mettre en place. C'est pas forcément simple et effectivement, avec une certaine expérience, on peut dérisquer pas mal de choses. Maintenant, c'est jamais garanti. Il y a ce côté vraiment, on porte certaines responsabilités, il faut en avoir bien conscience. Ouais, très clairement. Dans les 2 points que tu as soulevés, en fait, bah, tu as ouvert quelque part la 2e différence que tu m'as partagée. C'est le côté, relation avec les stakeholders. Donc tu as parlé d'une certaine partie avec le CEO et on va revenir dessus. Mais c'est sûr que, heu, un PM dans une orga, on va dire déjà très structurée, d'une scale-up, a une manière de travailler avec les stakeholders qui va être différente d'un first PM qui arrive dans on peut parler, soit d'une PME, soit d'une boîte early stage, Mmh. qui cherche son PMF, mais, la relation avec les stakeholders est très différente. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de ça? Et je pense que la 1re différence, elle vient au fait que, très souvent dans une boîte early stage, la connaissance de ce que c'est que le produit, de ce qu'est le rôle d'un product manager, de ce qu'est une vision produit et cetera, elle est quand même très limitée. Alors, les gens peuvent avoir une connaissance de par une expérience passée, mais je sais pas quel est ton retour là-dessus, mais moi, quasiment à chaque fois, la 1re question qu'on me pose, c'est: «OK, à quoi tu sers?» Enfin, Oui. et de manière très très honnête et très naïve et très Oui, logique finalement. bah, pourquoi tu es là, c'est toujours important de le savoir, donc oui, oui, Voilà. oui. Et la différence, c'est que quand tu es dans une orga où il y a déjà, des gens qui travaillent sur le produit, heu, parce qu'au-delà d'être le 1er PM, souvent tu es la 1re personne avec une casquette produit. Ouais, clairement. Tu as souvent pas de product designer, potentiellement les devs, ils fonctionnent pas du tout, avec une démarche produit pour le moment. Enfin, tu amènes vraiment cette dimension produit au-delà du product management. Quand tu es dans une orga où il y a déjà des équipes, produits, bah, finalement la pédagogie est déjà faite, quoi. Alors il peut avoir potentiellement pas la bonne compréhension et pas la bonne image et cetera, mais le boulot il est déjà fait. Et ça, c'est un rôle de pédagogie, constant à faire et tu as vraiment besoin du coup d'expliquer à quoi tu sers, d'expliquer c'est quoi la démarche produit, d'expliquer en quoi c'est différent, d'expliquer aussi ce que ça ne va pas changer. Je pense que c'est un des points les plus importants, c'est d'expliquer: «OK les gars, je suis pas là pour tout péter, vous allez continuer à faire votre boulot, comme vous savez le faire». Et ouais, de constamment, expliquer, réexpliquer et positionner, la fonction produit dans l'orga.
Moi, sur les accompagnements que j'ai pu faire, j'ai eu les 2 versions pour être très franc avec toi. J'ai eu vraiment le côté, j'arrive et quelque part même le mot product management, il existait même pas dans la boîte où j'arrivais. Je me présentais, je parlais de structuration de process, ce genre de choses. J'évitais tous les mots, tout le jargon qu'on peut avoir, de discovery, de delivery, tout ce que tu veux et petit à petit, en avançant mes pions, je commençais à parler un peu de product management pour apporter cette culture-là. Et par contre, j'ai eu d'autres orgas que j'ai accompagnés où là, comment dire, la culture produit, elle existe. Donc Mmh. c'est quand même assez intéressant de voir que tu peux le rencontrer. Tu as des founders qui, souvent, c'est des gens qui ont déjà fait une exit ou un truc comme ça, on va dire. Donc, qui ont déjà créé des produits, qui savent comment ça marche. Et par contre, là, la culture produit, sans qu'il y ait forcément un product manager ou autre, tu arrives, mais elle est forte, ils savent comment ils veulent faire les choses. Donc, il n'y a pas forcément cette pédagogie. Moi, j'ai eu les deux cas. Voilà. Mmh. Après, sur le côté scale-up, la relation avec les stakeholders, euh, tu me disais un truc qui est intéressant, c'est tu n'as pas la pédagogie à faire. Par contre, tu vas un peu récupérer l'historique qu'il y a entre les différents stakeholders et les différentes équipes de PM qui peut y avoir déjà dans l'entreprise. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous partager justement là-dessus, toi? Je pense qu'il y a comme dans tous les métiers, il y a des bons PM et des moins bons PM, et qu'il y a eu enfin, il y a aussi eu des mauvaises relations, notamment entre dev et PM, historiquement. Et je pense que ça fait partie des risques quand tu arrives dans une orga structurée. Alors je pense que c'est plus le cas quand tu arrives. Il y avait une personne côté product management et que tu viens remplacer cette personne, mais qu'il n'y a pas une équipe au global, donc une pluralité d'historique. Euh, pour peu que là ça se soit mal passé ou pas super bien passé avec le PM d'avant, tu sors les rames, tu prends ton courage à deux mains, t'es un peu patient et il faut que tu te les remettes dans la poche. Euh, et ça, forcément, ça peut rendre les choses un poil plus compliquées. Mais au-delà de cette relation qui peut être un peu compliquée, s'il y a eu quelqu'un qui n'a pas fait du bien avant toi, euh, chaque PM dans son équipe va avoir une manière de faire un peu différente. Et quand toi, t'arrives avec ta patte, on a tous notre manière de fonctionner, notre manière d'être avec les gens, etc. Il faut aussi que tu arrives à amener cette relation-là. Et forcément, s'il y a déjà 3, 4, 5 équipes qui existent, pour peu qu'elles ont le même fonctionnement et que toi, tu sois un peu différent, ça peut aussi changer la donne, quoi. Ouais, non, mais clairement, il faut savoir aussi s'adapter à ce qui est fait en fait et la manière dont les relations avec les différentes parties prenantes sont déjà établies, effectivement. Alors que quand tu es first PM, bah, c'est toi qui crée ces relations-là. Après, ce qui est intéressant, moi, ce que j'ai vu, c'est, je mets pas tout le monde dans le même panier, hein, loin de là. Mais je me suis aperçu que quand tu es dans une scale-up, product manager, bah, tu vas beaucoup échanger avec ton équipe tech, tu Mm. vas et avec les autres personnes produits, un peu avec du market, mais peut-être pas autant que tu voudrais. Un tout petit peu avec du commerce, mais peut-être pas autant que tu voudrais. On sait que normalement, nous, comment dire, notre métier, c'est d'être avec des clients. J'ai déjà eu des contextes où même les clients, ils sont très très loin de ton métier et très compliqués. Alors que quand tu es first PM, là, pour le coup, tout le monde est là Ouais. et tout le monde est accessible. Ça ne veut pas forcément dire que tu arrives à discuter avec tout le monde, mais tout le monde est accessible. C'est plus petit. Donc les relations, elles sont plus fortes, on va dire. J'ai vécu les deux pour le coup, et j'ai vécu les deux dans les deux cas. En first PM, j'ai eu à la fois cette facilité à accéder à toutes les équipes et surtout à accéder aux clients. Euh, une première expérience, et dans la seconde, mes clients c'était des boîtes du CAC 40. Globalement, les utilisateurs c'était des directeurs innovation de boîtes du CAC 40. Autant te dire qu'on mettait tout l'emballage possible avant que je puisse échanger avec le moindre stakeholder, parce que trop de risques, enfin trop d'enjeux, etc. Parce que la position du product manager était mal comprise aussi. Ouais, je comprends. Donc ça se fait aussi dans les plus petites équipes et les boîtes plus early. Et à l'inverse, chez Brigade, donc il y avait quand même déjà pas mal de monde côté produit que tech. Enfin, quand je suis arrivée dans la boîte, on était 70. Quand je suis partie, on était une centaine de plus.
J'ai toujours eu des relations hyper privilégiées avec toutes les équipes. Donc je pense que c'est très variable d'une orga Ouais, à avec l'autre, la culture. avec la culture, avec le type de produit aussi, je pense. Forcément, quand tu fais du B2B grand compte, c'est plus compliqué, potentiellement d'avoir Chercher un accès client, aux on est bien utilisateurs. d'accord. Voilà. Quand tu fais du B2B2C ou du petit B2B, c'est beaucoup plus simple. Mais effectivement, ça fait quand même partie du luxe du first PM d'avoir accès à tout le monde, et surtout de pouvoir imposer entre guillemets ce truc-là, parce que en fait, t'as pas beaucoup de monde dans l'équipe a Clairement. priori, et de toute façon, t'expliques comment marche le produit, donc tu peux leur dire de toute façon, je suis obligé d'être au contact de tout le monde. Mais dans ces relations-là, comment dire, le côté qui est un peu à double tranchant, je trouve, pour un first PM, c'est que euh, globalement, ce qu'on peut apporter, c'est, j'ai- ça peut être mal compris. On va le tourner comme ça. Et on peut être un palliatif à beaucoup de choses. Et quand on est en contact avec beaucoup de services, avec différents services, ben, des fois, on se retrouve à être le couteau suisse de beaucoup de monde. Donc, c'est à double tranchant. C'est bien parce qu'on peut échanger avec tout le monde. Et pour autant, ça peut aussi devenir très chronophage pour nous parce qu'on se retrouve à prendre certaines tâches qui peuvent être utiles, mais qui peuvent un peu enlever le focus qu'on peut avoir. Mais là, je vais déflorer un autre sujet qu'on aura un peu plus tard. Mais Tu veux dire tous ces moments où on fait tout sauf du produit? voilà, exactement. Mais ça, on l'a tous vécu. Et tu le vis un peu moins normalement quand tu es quand même dans une scale-up. Alors moi, c'est l'expérience que j'ai eue. Je pense que certains pourront avoir une autre expérience, mais globalement, c'est quand même moi ce que j'ai pu connaître. Effectivement, je te rejoins là-dessus. Yes. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et toi, tu me parlais d'un dernier truc quand même sur ces relations stakeholders. C'est in fine, quand tu es first PM, comme tu disais, tu es un peu le sparring partner du CEO. Ça, c'est franchement bien, mais pareil, hein, ça peut être aussi à double tranchant quelque part. Ouais, bah, ça dépend vraiment, déjà du fit humain que tu as avec le CEO. Ça dépend aussi de la relation qu'il a à son produit. Ouais, Enfin, clairement. des CEO très early stage, qui ont fait toute la démarche produit, qui ont crafté leur produit, et qui ont du mal à le lâcher, ça existe et c'est complètement compréhensible. Mais du coup, quand c'est le cas, c'est vraiment pas une position agréable. Ouais, c'est ça. Il faut réussir à l'identifier très tôt, voire même avant d'avoir pris le Oui, poste c'est mieux. pour savoir s'il faut y aller. Et si jamais on y va quand même, avoir déjà identifié des petits leviers pour réussir à craquer le truc, mais Ouais, forcément pas simple. c'est pas la position la plus simple, effectivement. Yes, yes. Ensuite, tu me parlais d'une autre différence. Elle est complètement logique, mais c'est bête, on n'y pense pas forcément. C'est le côté outillage entre un first PM et un PM qui arrive dans des équipes où, bah, au final, il y a déjà beaucoup de choses qui existent, qui sont mises en place. Alors que quand tu arrives, quand tu es un first PM, bon ben, il n'y a pas grand-chose. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Effectivement. Mais c'est marrant, tout à l'heure, tu parlais que quand tu te présentes dans une orga qui connaît pas du tout le produit, tu parles plus de structuration des process, etc. Et je trouve que quand tu arrives en tant que first PM, tu as un peu ce mandat implicite de mettre en place ces process et de mettre en place les outils. Qui soient directement liés à ce que tu fais d'ailleurs ou pas. Ouais, Euh, clairement. Ça rentre dans le côté mouton à 5 pattes et couteau suisse qu'on a souvent dans ce rôle-là. Mais je trouve que souvent, quand tu arrives en tant que first PM, il n'y a pas d'outils. Si tu as un Google Analytics qui traîne sur le site vitrine, t'es déjà content. C'est la folie. C'est la folie. Ça veut dire que tu as un peu de data. C'est incroyable C'est déjà. ça, c'est ça. T'as potentiellement déjà un Slack où tout part dans tous les sens. Allez, de plus en plus, t'as quand même un Notion ou ce genre de trucs qui traînent, mais t'as très peu d'outils. Euh, Ce qui est à la fois hyper frustrant au départ parce que tu passes beaucoup de temps à mettre en place ces outils-là, à les justifier, même si il y a quand même beaucoup de versions d'outils gratuites qui sont amplement suffisantes quand tu démarres. Donc t'as pas forcément besoin de négocier un budget, mais dès que tu mets en place un outil dans une boîte, il faut l'expliquer et c'est logique. Donc il faut être super débrouillard pour réussir à mettre en place tout ça et à le faire assez vite, sachant qu'en plus, en parallèle, t'as tout le reste de ton boulot qui t'attend. Euh, donc c'est vraiment une grosse différence. Je trouve aussi que ça peut être une chance parce que ça évite d'avoir trop d'outils déjà sur la table Ouais, clairement. et du coup de devoir composer avec plein d'outils que t'as d'une part pas choisis, qui sont pas forcément tous très utiles, on va pas se le cacher. Moi, j'avais vécu ça plutôt dans une grosse boîte. Là, on parle même plus de scale-up, hein, dans une grosse boîte où
Je vais pas dire que c'était une perte de temps. Enfin, de mon point de vue, c'était une perte de temps. Peut-être que pour certains, ça l'était pas. Mais je me retrouvais à devoir renseigner dans 3-4 outils la même chose, avec 2-3 petites tournures de phrases différentes. Parce qu'en fait, il y avait un outil qui était plus utile pour la partie, ceux qui étaient en charge du cloud. Tu avais un outil qui était plus utilisé par ceux qui étaient au market. Un outil qui était plus utilisé pour, enfin, par ceux qui étaient, on va dire, un peu plus haut dans la hiérarchie. Et je me disais, Mm. c'est quand même vachement frustrant. Grosse perte de temps, mais en même temps, bon, bah, je pense que eux, derrière, ils trouvent un intérêt à ça. Ouais. Moi, dans mon métier, je trouvais ça très, très frustrant. Donc, ouais, je comprends ce que tu veux dire à ce Ouais, niveau-là. je partage ta frustration. Enfin, quand t'as 1 milliard d'outils et qu'il faut tous les utiliser et que ça te semble inutile, même si ça l'est peut-être pas, effectivement, il y a peut-être une justification derrière, mais on sait enfin, il y a la réunionite en France, on aime bien les outils aussi, hein. 2-3 sujets là-dessus. Euh, c'est hyper frustrant et enfin, il y a eu plein de fois où je me suis retrouvée avec 2-3 outils qui faisaient exactement la même chose. Alors, pas forcément besoin de les utiliser les 2-3, mais du coup, selon le PM ou selon l'équipe, t'allais utiliser des outils différents. En plus, ça nuit complètement à la communication et la donnée, etc. Donc ouais, à choisir, je préfère presque une boîte early stage où il y a aucun outil et il faut vraiment tout faire qu'un truc mal structuré et mal pensé. Le point qui peut être un peu complexe, je l'ai vécu dernièrement quand tu commences à mettre en place des outils, c'est faire en sorte que tout le monde adhère aux outils que tu mets en place. Ça, c'est pas forcément simple. Il y en a qui vont te dire c'est formidable. Et au bout de 3 mois, tu vas t'apercevoir qu'ils n'ont même pas ouvert une page du truc, qu'ils n'ont rien renseigné, qu'ils sont restés dans dans des outils, qui sont restés dans leur Excel de leur côté, on va dire. Ah, mais moi, l'info, je l'ai là. Et ouais, mais non. Là, au bout C'est d'un pas là qu'elle est moment, censée être. voilà, c'est du collaboratif, hein. Donc, il y a un juste milieu à trouver sur l'outillage, justement, qui est pas forcément simple. Donc, ouais, moi, non, je te Mais rejoins. ça fait partie de la conduite du changement quand tu arrives sur un rôle de first PM et effectivement, enfin, c'est la même histoire que quand tout le monde te félicite parce que tu as fait la doc du produit, mais que tu y vas 3 semaines après, on t'a posé 40 questions et personne n'a ouvert cette doc. C'est la même chose. Elle est, elle est très très bien. Celle-là, elle est très très. Effectivement, effectivement. Bah, la réponse, c'est à la page 4 là. Mais c'est tellement un classique, ça. Bon, complètement d'accord avec toi. Et ce qui est marrant, c'est que ça, que tu fasses du produit, du marketing, de la vente. Ouais, c'est pareil. Voilà, exactement. Ça, c'est un problème, tu le trouves de partout. Si on en revient là sur, comment dire, sur ce PM, qui est très différent donc, du métier de PM, le point, moi, qui me tient un peu le plus à cœur et en fait qui est à la genèse du podcast, c'est le côté solitude. Vraiment, moi, comment dire, je l'ai vécu sans forcément que ça m'atteigne trop parce que j'ai trouvé des leviers et toi aussi, tu vas nous partager un peu ça. Mais par contre, là, quand j'ai créé le podcast, j'ai échangé, avant de me lancer, j'ai échangé, je crois, avec un peu plus de 60 First PM. Et c'est incroyable. Vraiment, les retours, c'était, on, on a du mal à trouver vraiment de la ressource qui correspond à ce qu'on fait, à échanger avec des gens qui peuvent soit nous aider, soit nous rassurer. Ce côté solitude qu'on peut avoir sur ce poste-là, il est très très dur par rapport à justement un métier de PM dans une orga déjà bien en place avec Ouais. d'autres PM. Moi, je l'ai peut-être un poil moins mal vécu parce que finalement, quand j'ai commencé à faire du produit, alors j'étais en agence, mais j'étais la seule personne à avoir cette casquette-là. Donc en fait, j'ai démarré en n'ayant personne autour. Bon, en plus, c'est la période, je parle de 2012-2013, des ressources, fallait vraiment aller les chercher, etc. Mais du coup, je l'ai moins senti, en tout cas sur les premiers rôles officiels de First PM que j'ai eu je l'ai pas forcément ressenti parce que pour moi, c'était normal. Par contre, le retour après 4 ans et demi dans une équipe structurée où j'ai repris la casquette de First PM en plus en freelance, ouais. J'ai bien senti qu'effectivement, il y avait plus personne autour, et que quand tu voulais parler produit ou te faire challenger, bah, c'était un peu plus compliqué. Et effectivement, je pense que c'est la principale différence finalement, c'est quand t'es PM dans une boîte standard, à minima, t'as un designer avec qui t'es en binôme, et t'as un lead dev avec lequel tu peux échanger, te challenger, etc. Ce que t'as pas forcément quand t'es first PM.
Designer, c'est quand même assez rare que tu aies un product designer tout de suite. Ouais, je suis d'accord. Le lead dev ou le CTO, il est sous l'eau, donc clairement, s'il a 5 minutes à t'accorder dans sa journée, c'est du bol. Donc finalement, tu personne vers qui te tourner pour adresser tes problématiques ou même pour échanger des décisions produits que tu prends avec quelqu'un. Donc ça, c'est un vrai point. Mais pour autant, je trouve que côté orga structuré, tu peux être quand même pas mal isolé dans ton équipe, dans ta squad, en fonction de comment l'orga est fait. Donc t'as potentiellement des relais, mais c'est pas forcément aussi simple que ça non plus. Ouais, je comprends, je comprends. Après, c'est peut-être une forme d'isolement qui est différente, mais je comprends ce que tu veux dire. Donc toi, tu me partageais un truc, c'est que cette solitude, par un des leviers qui fait que toi, tu as cassé un peu ça, c'est notamment les communautés qu'il y a autour de toi. Alors bon, on fait tous les deux partie de l'orga de French Produit, donc ça en fait partie. Mais ça, c'est Ouais. sûr que quand même pouvoir échanger avec des pairs là-dessus. J'avais fait un épisode avec Claire Van Voorde là-dessus. Enfin, on parlait un peu de ça aussi. La communauté que tu peux avoir autour, des mentors, ce genre de choses, c'est tellement important. Vraiment pour sortir de cette solitude, pardon, quand t'es first PM, j'encourage vraiment les gens à faire ça. Franchement, c'est essentiel d'avoir ce genre de relais. Alors effectivement, French Produit, c'est probablement la plus connue et la plus structurée aujourd'hui en France. Il y en a d'autres, mais d'avoir des relais, des personnes sur qui tu peux t'appuyer, avec lesquelles tu peux échanger sur une problématique spécifique, ou juste tu peux aussi relâcher la pression, même si c'est rarement... Enfin, la communauté de First PM, pour le coup, elle est pas très structurée aujourd'hui. T'en trouves, mais enfin, on l'a dit, c'est vraiment un métier qui est différent. Parler de tes problématiques de First PM avec des PM qui sont dans des orgas structurés, c'est difficile de se comprendre. Et pour ça, je trouve que ton podcast est vachement bien parce que ça amène une autre réalité et un autre angle. Donc les communautés, effectivement, c'est un super relais. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est la relation privilégiée que j'avais avec les devs. Je me suis toujours très bien entendue avec mes équipes dev, et ça a été des super. Alors, ça n'a pas été des pourvoyeurs de solutions sur les problématiques purement produits, mais par contre, pour défendre certaines positions, c'était vraiment un super appui de les avoir à mes côtés, notamment vis-à-vis des fondateurs ou ce genre de choses. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Alors, je prends le truc à chaud comme ça, j'essaie de me refaire un peu mon histoire à moi sur le côté First PM, mais c'est vrai que je me retrouve là-dedans. Euh, la solitude que j'ai vécue, moi, la communauté French Produit, je l'ai découvert, ça faisait peut-être déjà au moins deux ans et demi que j'étais en poste. Donc, 2 ans et demi comment dire, sans cette communauté-là. Et j'avoue que t'entendre le dire comme ça, je sais que je prends conscience aussi que des gros points qui m'ont permis d'arriver à sortir de certains guêpiers et pas le vivre trop fortement, ça a été la relation que j'avais avec mon CTO. Une personne qui avait beaucoup d'XP, mais qui, comment dire, euh, plutôt très empathique et qui m'avait bien aidé à monter en compétence sur certains points et qui soutenait bien mes décisions à partir du moment en fait où j'arrivais à argumenter des bonnes choses auprès de lui. C'était un point d'appui fondamental pour moi auprès de la direction. Et ce qui est marrant, c'est que je me rends compte aussi que je l'ai vécu côté dev, on va dire, enfin côté R&D, mais je l'ai également vécu côté market. Moi, un des trucs qui m'a le plus éclaté en fait dans le poste que j'ai eu et qui m'a permis vraiment de monter après sur des postes type CPO ou autre, c'est la montée en compétences que j'ai fait niveau market. En fait, à une époque, on a un CMO qui nous a rejoint. Il n'avait même pas une casquette de CMO, mais il était plus que compétent pour avoir ce titre-là. Et j'ai eu une très très bonne relation avec lui pour monter en compétences là-dessus. Effectivement, il me permettait pas de justifier des décisions produits. Et Mhm. ne serait-ce qu'échanger avec lui et c'était une personne qui arrivait un peu à comprendre mon métier et à se mettre à ma place. Ça m'a beaucoup permis, effectivement de pas vivre ce côté solitude. Marrant parce que je l'avais pas forcément interprété comme ça et maintenant que tu le partages, enfin que tu partages toi ton expérience là-dessus, ça me fait prendre conscience de ça, ouais. Et maintenant que tu le dis, il y a une autre équipe
Alors pour le coup, ça m'a servi côté first PM ou PM. La proximité avec les équipes Customer Success ou Ouais. support et d'avoir vraiment un duo qui marche bien là-dessus, mais ça te sort d'un milliard de galères. Des fois, quand tu es first PM, c'est toi le CSM et bon, c'est toi le support, hein. Donc, C'est vrai. la galère, elle est un peu là, mais ouais, ouais. De toute manière, ça, on le dit, on le redit, mais le support, c'est indispensable. Que tu sois PM ou en fait, même, j'ai envie de dire, peu importe le service. Si tu arrives à de temps en temps traiter des tickets, mais c'est super important. C'est Bref, ça, indispensable. c'est mon point de vue. Tu le Je partages le très bien. partage. Il n'y a pas tout le monde qui le partage, donc c'est tellement important. Ok, là, globalement, on a balayé les 4 gros points qu'on avait identifiés ensemble, sur lesquels on voulait vraiment mettre un focus. Maintenant, il n'y a pas que des différences, hein, forcément, il y a quand même un socle qui est commun entre ces 2 métiers. Et toi, tu mettais en avant 2 choses. La première chose que tu voulais mettre en avant, c'était le côté empathie client. Ouais. Je pense que c'est marrant parce que j'ai fait un call avec une personne en reconversion hier qui me demandait c'était quoi les compétences clés à avoir quand tu es product manager. Première que j'ai sortie, c'est l'empathie. Et je pense qu'il n'y a pas une compétence plus importante que celle-là dans notre métier. C'est vraiment d'être capable à la fois de se mettre à la place de ses utilisateurs, on dit tout le temps, mais de se mettre à la place de toutes les parties prenantes et de vraiment être capable de comprendre, en tout cas d'essayer de comprendre. C'est toujours compliqué de comprendre ce que vit quelqu'un d'autre. C'est essentiel d'être empathique. Et la seule différence que je verrais entre un rôle de first PM et un rôle de PM là-dessus, c'est que quand tu es first PM, tu as naturellement beaucoup moins de temps, notamment sur la discovery, et beaucoup moins accès à des utilisateurs parce qu'en général, tu es dans une boîte plus early stage, donc avec moins d'utilisateurs. Et tu dois être, du coup, je trouve, encore plus empathique pour extrapoler encore mieux ce que tu vois. Mais au-delà de ça, peu importe la structure, la taille de la structure dans notre métier, l'empathie, c'est clé. Ouais, je suis assez, enfin, je suis complètement en phase là-dessus. Ce qui est marrant, c'est que j'ai enregistré un épisode où le sujet, c'était pas l'empathie, ça sert à rien, loin de là. Mais par contre, au niveau des stakeholders, il y a un moment où, quand on va dire first PM, c'était pas forcément comment dire, le titre qu'il avait lui, mais il y a un moment où aussi il faut faire bouger les choses et comment dire, il y avait un constat qui était fait et après, les gens, il faut que les parties prenantes, il faut qu'elles adhèrent aussi au truc et il faut avancer au bout d'un moment. Le sujet de l'épisode, c'était vraiment ça. Il n'est pas encore, enfin, il sera sorti hein, quand on sortira notre épisode aussi, mais j'ai adoré la vision de cette personne qui était, enfin, à un moment, c'est bien, on a été empathique, mais il faut y aller aussi. Et je trouvais ça très très Après, intéressant. l'empathie veut pas dire sympathie. Donc Ouais, ça veut pas ouais, dire que ouais. tu vas faire tout pour faire plaisir à tout le monde. Juste, Exactement, tu comprends les exactement, points de vue. Et exactement. justement, dans la situation que tu décris là, si tu as des stakeholders qui sont un peu obtus et qui veulent pas avancer, bah, avoir bien compris leur mindset, leur manière de fonctionner, leurs enjeux, ça peut t'amener à les faire à minima accepter, si ce n'est adhérer. Mais clairement, complètement d'accord. Et là, tu m'as trouvé la punchline de l'épisode. Empathie ne veut pas dire sympathie. Parfait. Bah, Parfait. Je t'en prie, tu peux la prendre. ouais, elle est très bien, elle est très bien. Et le deuxième point qui te paraissait vraiment ultra important, et on en a parlé tout à l'heure quand on parlait de la relation qu'on pouvait avoir avec les stakeholders qui peuvent nous demander un peu tout et n'importe quoi, et quand on est first PM et qui peut nous amener à être moins focus. Toi, tu me partageais que le point, enfin un des socles communs indispensables sur ces 2 métiers-là, c'était le focus qu'on doit avoir. Peu importe l'orga, et du coup les responsabilités que tu as en fonction de ce rôle de first PM ou de PM, il faut réussir à remettre le focus sur l'essentiel parce que ton temps, dans tous les cas, il est limité. Et que ça peut très vite partir dans tous les sens. Alors, il y a effectivement ce risque côté first PM qu'on te demande un milliard de trucs qui ne sont pas en lien avec le produit, mais qui font partie de ce que tu sais faire et que tu vas très gentiment faire parce qu'il y a des gens très sympathiques. Donc il y a ce risque-là, mais le même risque existe quand t'es PM, de passer 6 mois à faire de la discovery sur un sujet parce qu'en fait tu continues à creuser, qu'il y a toujours un truc à aller chercher, d'aller t'éparpiller sur 40 petites fioritures de l'UX qui pourraient être pertinentes.
En fait, on a vraiment besoin de se focus, de concentrer l'énergie là où elle est la plus utile. Et j'aime bien un truc que Fabrice Desmazeries dit parfois quand il parle du ROI des produits, c'est de mettre l'investissement au bon endroit et de faire des investissements. Et je trouve que cette dimension focus, elle est hyper alignée avec ça, de se dire en fait j'ai tant de temps, je le mets sur ça et je le concentre là-dessus. Ouais, non mais clairement, clairement. Et effectivement, dans les deux postes, on peut être amené à avoir un manque de focus pour différentes actions. Et réussir à prendre à chaque fois cette hauteur pour rester focus, c'est un point clé pour les deux postes. Je te rejoins complètement. C'est marrant. On a l'air. On est beaucoup trop d'accord. On est trop d'accord. C'est pas bon. C'est pas bon ça. Non mais clairement, clairement. Et si j'étais pas d'accord avec toi là-dessus, ce serait un problème, je pense. Écoute, plutôt bien. L'idée, c'était pas forcément d'aborder 1 million de points parce que je pense qu'on pourrait quand même continuer à éplucher le sujet dans tous les sens. Et au final, quand même, il faut se rappeler que tout dépend aussi du contexte qu'on peut avoir. Parce que là, on part sur des principes qui sont assez généraux, mais ça ne veut pas dire que c'est pas dogmatique, hein. Tu peux être dans une scale-up où la culture produit, elle est pas forcément existante, c'est très anarchique. Tu peux être, encore une fois, dans une start-up, voire une PME où la culture produit, elle est bonne et les process sont là. Donc ça, c'est, j'ai envie de dire, pour moi, il y a quelque chose de très important, c'est ne jamais oublier ce contexte-là pour arriver à bien comprendre ce qu'on attend de nous, qu'on soit first PM ou PM. Totalement aligné avec toi et surtout qu'on est sur un métier qui évolue constamment. Ouais, c'est clair. Donc en fait, la compréhension de ce métier, la position dans l'entreprise de ce métier, elle évolue tout le temps et ce qu'on s'est dit aujourd'hui vaudra probablement plus du tout dans 2-3 ans. Ouais, bon, on fera un épisode, on fera des mises à jour, des petits updates comme ça. Super. Est-ce que toi, tu veux nous partager un dernier truc ou est-ce qu'on est bon également de ton côté, tout va bien et on peut clore Bah comme ça? écoute, non, je trouve qu'on est très bien. On a parlé de plein de sujets hyper intéressants, donc Ouais, trop bah, cool. j'ai bien aimé également. Si des gens veulent te contacter, de toute manière, je suppose que c'est du LinkedIn, comme toujours. Tout à fait, ça marche bien. Ça marche. Eh ben, merci à toi, Hélène, et bonne fin de journée. Merci Marc. Cet épisode est maintenant fini. Un grand merci à notre invité et à toi pour ton écoute. J'espère que tu auras pu y trouver ton compte. Pour soutenir ce podcast et m'aider à son développement, n'hésite pas à laisser 5 étoiles, voire même 6 sur ta plateforme d'écoute, avec un petit commentaire ou encore à partager cet épisode avec un de tes proches. Dans tous les cas, à bientôt pour un prochain rendez-vous de First PM Stories.